Ladies and gentlemen, thanks for joining us over For You Television. We are broadcasting here in Douala, Cameroon. I am Jay Photo. The first segment of this bilingual news is in French language with you, Emma Muto. Bonjour. Good day, Jay Photo. Mesdames, Messieurs, ouvrons ce journal au Cameroun. Le train de la rentrée scolaire a quitté la gare le 5 septembre dernier. Dans les régions du sud et du nord-ouest, elle a tout été aussi effective malgré la timidité et la peur des populations. Une semaine après le début des cours, quel est l'état des lieux de ces zones, notamment le nord et le sud-ouest du Cameroun? Élément de réponse dans ce reportage de Jay Photo. Vigilance, renforcement du dispositif sécuritaire dans les zones en crise. De telles recommandations, le ministre délégué à la présidence chargé de la défense Joseph Betty Assomo le martelait il y a environ une semaine au cours de la réunion spéciale de sécurité mise sur pied par le gouvernement. Quelques jours après, le président de la République, chef suprême des forces armées, autorisait le déploiement des forces spéciales dans la zone anglophone. La communication gouvernementale du 30 août, par contre, rassurait les enseignants au travers du ministère de la formation professionnelle et de la réforme administrative de ce que les dossiers des lauréats des ENS et des insectes devraient se traiter désormais en 3 mois au lieu de 25 voire 30 mois. Une batterie de mesures soigneusement mises en place pour que la rentrée scolaire sur le triangle national et singulièrement dans les zones anglophones se déroule sans anicroche. Seulement un jour après le début de la dite rentrée scolaire, très exactement le mardi 6 septembre 2022, dans la région du sud-ouest, des combattants séparatistes ont ouvert le feu contre un autobus qui se rendait à Kumba depuis la capitale économique Douala, laissant sur le carreau 6 morts et 8 blessés. Une attaque qui remet en surface le massacre en 2020 de 7 jeunes élèves dans un établissement privé de la même localité. L'on se souvient également qu'en avril 2022, les séparatistes avaient pris d'assaut le campus de l'université de Bamenda, dans la région du nord-ouest, et la liste est loin d'être exhaustive. Une attaque qui intervient au lendemain de la rentrée scolaire et qui remet en cause l'assurance et la garantie d'une rentrée sereine, tant prônée par le gouvernement et qui pourrait déboucher sur une probable année blanche dans ces zones. Et l'on est en voie de se poser la question de savoir à quand la fin de la crise anglophone. Pour rappel, c'est depuis 2017 que les séparatistes ont pris les armes et entendent par la lutte armée combattre la marginalisation dont sont selon eux victimes les minorités anglophones camerounaises. Et puis en Angola, la Cour constitutionnelle angolaise a confirmé la victoire du parti historique au pouvoir, le Mouvement populaire pour la libération de l'Angola, en abrégé MPLA, en rejetant le recours de l'opposition qui dénonçait les résultats des élections législatives du 24 août dernier. Cette décision permet au président sortant João Lourenço de briguer un second mandat à la tête du pays. Reportage. La Cour constitutionnelle a rejeté le recours concernant un litige électoral déposé par le parti politique UNITA en estimant que les éléments qu'il présente ne permettent pas de remettre en question le résultat global du scrutin dernier. La cérémonie d'investiture de João Lourenço est prévue le 15 septembre 2022. Le pays a choisi ses députés le 24 août dernier. Et il n'y a pas d'élection présidentielle en Angola. La tête de liste du parti vainqueur aux législatives est investie aux fonctions du chef d'État. Au pouvoir depuis l'indépendance du Portugal en 1975, le Mouvement populaire pour la libération de l'Angola, en abrégé MPLA, a été déclaré vainqueur avec 51,17% des voix par la Commission nationale électorale. Ce score est le plus bas jamais enregistré par le parti à l'issue du scrutin le plus serré de l'histoire du pays. Le premier parti d'opposition, l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola, UNITA, est mené par Alberto Costa Jr., 60 ans, a rassemblé 43,95% des suffrages. L'UNITA a déposé un recours en début septembre pour contester ces résultats, affirmant avoir remporté le scrutin selon son propre comptage. L'opposition et des groupes de défense des droits ont dénoncé des irrégularités lors du scrutin. Le MPLA a la main mise sur l'organisation des élections et les médias publics. Avec des promesses de lutte contre la pauvreté et la corruption, l'opposition a gagné du terrain dans un des pays les inégalitaires au monde, où la moitié des 33 millions d'habitants vivent sous le seuil de pauvreté, selon la Banque mondiale. L'opposition avait déjà contesté les résultats des précédentes élections en 2017, mais la victoire du MPLA
et de João Lourenço, alors successeur désigné de l'ex-homme fort du pays, José Eduardo dos Santos, décédé en juillet, avait été confirmé. 5 partis d'opposition, dont l'UNITA, ont déclaré jeudi dernier dans un communiqué réfléchir à l'organisation de manifestations pacifiques pour contester le résultat des élections. Ils ont précisé se réserver le droit de porter le litige devant d'autres instances. Nous sommes en Afrique du Sud. Mesdames, Messieurs, le président sud-africain Cyril Ramaphosa sera reçu à la Maison-Blanche par son homologue Joe Biden le 16 septembre prochain. Les deux dirigeants discuteront sur les possibilités d'approfondir leur coopération en matière de commerce, d'infrastructures, de santé et de climat. Les détails de cette prochaine rencontre dans ce reportage. Le président américain Joe Biden et son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa se rencontreront le vendredi 16 septembre 2022 à Washington pour discuter de la coopération économique bilatérale et des défis régionaux et internationaux. Alors que les États-Unis cherchent à rapprocher les pays africains du camp occidental et à contrer l'influence russe et chinoise sur le continent. L'annonce a été faite par la porte-parole de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre, dans un communiqué. Dans le prolongement de leur conversation téléphonique fructueuse datant d'avril et du dialogue stratégique entre les États-Unis et l'Afrique du Sud, engagé en août, les deux dirigeants discuteront des possibilités d'approfondir les coopérations dans les domaines du commerce, de l'investissement, des infrastructures, du climat, de l'énergie et de la santé, a précisé la Maison-Blanche. Les deux dirigeants devraient également évoquer les actions communes pour relever les défis régionaux et internationaux. La rencontre prévue entre le président américain et son homologue sud-africain intervient quelques semaines après une tournée africaine de 6 jours du secrétaire d'État américain Anthony Blinken, qui l'a conduit en Afrique du Sud, en République démocratique du Congo et au Rwanda. Lors de cette tournée, le chef de la diplomatie américaine a déclaré vouloir un véritable partenariat entre les États-Unis et l'Afrique. Simultanément, Washington a dévoilé à Pretoria une nouvelle stratégie africaine prévoyant une refonte de sa politique en Afrique subsaharienne, qui renforce le point de vue des États-Unis selon lequel les pays africains sont des acteurs géostratégiques et des partenaires essentiels pour les questions les plus urgentes de leur époque, qu'il s'agisse de promouvoir un système international ouvert et stable, de s'attaquer aux effets du changement climatique, de l'insécurité alimentaire et des pandémies mondiales, ou de façonner leur avenir technologique et économique. 2 semaines avant la tournée d'Anthony Blinken, le président américain avait annoncé l'organisation d'un sommet États-Unis-Afrique en décembre 2022 pour démontrer l'engagement durable des États-Unis envers l'Afrique et souligner l'importance d'une coopération accrue sur des priorités mondiales communes. La Maison-Blanche semble ainsi rompre définitivement avec le désintérêt pour l'Afrique qui a caractérisé les années Trump pour tenter d'y rattraper son retard par rapport à la Chine, devenue le premier partenaire commercial du continent. Washington remet également le cap sur l'Afrique pour contrer l'influence grandissante de la Russie qui s'est notamment manifestée par l'abstention de nombreux pays africains lors du vote d'une résolution condamnant l'invasion de l'Ukraine par la Russie à l'Assemblée générale de l'ONU en mars dernier. Hors des frontières africaines, la couronne d'Angleterre a perdu celle qui lui a consacré toute sa vie. Une page d'histoire et pas des moindres se referme le jeudi 8 septembre 2022. La reine Elisabeth II a rendu son dernier souffle à l'âge de 86 ans. Une fin de vie à l'âge de 96 ans. Une fin de vie pas des moindres. Une fin de vie discrète au château de Balmoral, sa résidence qui a été en Écosse. Pendant près de 7 décennies, Elisabeth II a gouverné la Grande-Bretagne et bon au-delà, depuis l'annonce de la triste nouvelle, le temps s'est arrêté, les hommages se sont multipliés, notamment sur le continent africain. Guéné dans ce reportage. Un exemple d'une monarque qui, pendant ses 70 ans de règne, a consacré sa vie au trône et à son peuple. Elle est un héritage extraordinaire et une vraie source d'inspiration pour le monde. Tels sont les propos employés par le professeur Faustin Archange Touadéra de la République centrafricaine pour rendre hommage à celle qui, pendant 70 ans, a reflété un symbole de leadership, un symbole de paix. Un exemple suivi par le président du Gabon, Ali Bongo, qui adresse à son tour ses plus sincères condoléances au peuple britannique, à la famille de la reine et au nouveau roi Sa Majesté Charles III. Au Cameroun, le président Paul Biya s'est montré plus attristé, soulignant que le décès de Sa Majesté Elisabeth II est douloureusement ressenti et affecte le Commonwealth du fait de sa stature unique et de son rôle emblématique au cours de l'histoire.
Même son de cloche pour le chef de l'État sénégalais, le président en exercice de l'Union africaine Macky Sall, qui salue la mémoire de l'illustre défunte, la reine Elisabeth II, au parcours exceptionnel. Sur son compte Twitter, le président Macky Sall a présenté ses condoléances émues au gouvernement et au peuple britannique. Au Kenya, le nouveau président William Ruto s'est montré plus nostalgique en saluant la mémoire de la reine, dont le leadership au sein du Commonwealth au cours des 7 dernières décennies a été admirable. Pour le président kenyan, la reine Elisabeth II a dirigé l'évolution du Commonwealth vers un forum pour un engagement multilatéral efficace dont le potentiel de générer d'énormes progrès socio-économiques reste incontestable. Cyril Ramaphosa, président de l'Afrique du Sud, dans un communiqué a salué une figure extraordinaire à la renommée qui a mené une vie remarquable. Sa vie et son héritage, ajoute-t-il, resteront gravés dans les mémoires de nombreuses personnes à travers le monde. Muhammadu Buhari du Nigeria n'est pas en reste. Ce dernier pleure avec ses concitoyens la perte d'Elisabeth II. Il a également noté l'accession au trône à l'âge de 73 ans du nouveau roi et a prié pour que son règne soit témoin de la poursuite de relations solides entre les deux nations. L'Afrique, berceau de l'humanité, par le biais de ses dirigeants et plus particulièrement ceux dont les pays sont membres du Commonwealth, rendant ainsi hommage à celle qui a laissé une empreinte indélébile, partageant le deuil du peuple britannique. Le Venezuela et la Colombie rouvriront les frontières terrestres séparant les deux pays et reprendront les vols commerciaux suspendus depuis 5 ans, ont annoncé le président vénézuélien Nicolás Maduro et colombien Gustavo Petro. Les deux pays ont rétabli leurs relations bilatérales complètement suspendues depuis 2019. Le 26 septembre prochain, nous ouvrirons conjointement les frontières entre le Venezuela et la Colombie. Au-delà de cela, nous reprendrons les vols entre Caracas, Bogotá et Valencia, Bogotá, a annoncé Nicolás Maduro dans un tweet. Nous confirmons le compromis du gouvernement de rétablir les relations de fraternité, a tweeté Gustavo Petro. Mesdames, Messieurs, c'était tout pour la partie française. J'étais Emma Muto. La suite, c'est avec vous en langue anglaise. Die Futso, une fois de plus, bonjour. Merci beaucoup, ma chère Emma Muto. Ladies and gentlemen, let's kick off this second segment of the news in Africa at large to talk about the preparation of the COP27 and to say that the African Minister of Finance, Economy and the Environment met in Egypt this week. Their key focus being COP27 in movement in November. Many African leaders plan to demand developed countries in the world to take responsibility for the present disturbing climate change situation the earth is facing. Mwanzi Jokyogo reports. African ministers of finance, economy and the environment met in Egypt this week ahead of the COP27 climate summit in November. Host country Egypt wants to take on a leading role by calling time on unfulfilled pledges that have left African countries battered by climate change. Egypt should play this role to represent the African continent and its needs, clearly and explicitly. We were not the cause of these emissions, but it is us, our people and our natural resources that are affected. At this point, a stance must be taken on the international community to say that everyone must fulfill their obligations as set out in the Paris Agreement. The African continent emits only around 3% of global CO2 emissions, but is affected by worsening droughts and floods. According to the UN Economic Commission for Africa, this week's forum in Egypt aims to leverage African leaders' voices to mobilize greater international support for a green and resilient recovery in Africa. Funding to help poorer countries curb their emissions and strengthen their resilience will be a key flashpoint at COP27. For Egypt, up next to Angola to say that after the main opposition party appealed against the declared election result that gave victory to João Lourenço, the Constitutional Court of Angola has validated the result of the general election, thus confirming the victory of the People Movement for the Liberation of Angola. Ewane Epole, our student journalist, reports.
In response to the appeal filed by UNITA National Union for the Total Independence of Angola, which said that the evidence presented does not allow to put in question the advantage of the Popular Movement for the Liberation of Angola, MPLA, declared by the National Electoral Commission. As a result, it was announced by the Angolan presidency that the president-elect, João Lourenço, will take office on September 15, 2022. The leader of the largest opposition party, Alberto Costa Jr., disputes the results, which left him about 7% short of votes allocated to Lourenço, which stand at over 51% and give UNITA 90 members of parliament, double the seat they won in 2017. The MPLA is credited with 124 parliamentary seats. 5 opposition parties, including UNITA, said in a statement on Thursday that they were considering organizing peaceful demonstrations to contest the election's results. They also said that they reserve the right to bring the dispute before other bodies. The fact that 4 out of the 16 members of the CNE National Electoral Commission did not sign the final election results paved the way for doubts about the electoral process. Foreign observers had expressed concerns about the electoral list in particular. Burundi's President Evariste Ndayishimiye has officially appointed a Prime Minister. General Gervais Ndirakobucha was unanimously confirmed was in his new position by Burundian lawmakers on September 7th. The replacement just comes days after the president was sworn on a group against him. The report in the following elements. Burundi has officially appointed its new Prime Minister. General Gervais Ndirakobucha was unanimously confirmed in his new position by Burundian lawmakers on September 7th. The 113 MPs approved the proposal of President Evariste Ndayishimiye, who appointed Ndirakobucha to replace Alain Guillaume Bunyoni, its former Prime Minister. The appointment comes just days after the president was warned of a coup plot against him without naming suspects. Since 2020, the newly elected Prime Minister headed the Ministry of Interior, Community Development and Public Security. The 52-year-old was hit in 2015 by European and US sanctions for allegedly silencing those opposed to former President Pierre Nkurunziza's third term. Ndirakobucha is one of the former rebellion prominent generals which now leads the Eastern African country. During the civil war, about 300 Burundians were killed between 1993 and 2006. The ruling CNDD-FDD party vowed to boost the country's development when President Ndayishimiye was elected in 2020. We are now in Cameroon to talk something else, to say that the back-to-school train kicked off on September 5, 2022. In the region in crisis, it was just as effective despite the population. A week after the start of classes, what is the state in these areas, particularly the northwest and the southwest region? Details in the following reports. Vigilance, reinforcement of the security system in crisis areas, such recommendation the minister delegate to the presidency in charge of defense, Joseph Betty Asomo, hammered about a week ago during the special security meeting set up by the government. A few days later, the President of the Republic, Supreme Head of the Armed Forces, authorized the deployment of special forces to the English-speaking regions. A government announcement of August 30, on the other hand, had reassured teachers through the Ministry of Vocational Training and Administrative Reform that the fields of ENS and INSET graduates should now be processed in 3 months instead of 25 or even 30 months. A list of measures carefully put in place so that the start of the school year across the National Triangle and particularly in the English-speaking areas go off without a hitch. Only 1 day after the start of the setback to schools, precisely on Tuesday, September 6, 2022, in the southwest region, separatist fighters opened fire on a bus going to Kumba from the economic capital Douala, leaving 6 dead and 8 injured.
an attack that brings to the surface the 2020 massacre of 7 young students in a private establishment in the same locality. We also recall that in April 2022, the separatists stormed the campus of the University of Bamenda in the northwest region, and the list is far from exhaustive. An attack which comes the days after the start of the school year and which calls into question the assurance and the guarantee of a safe return so much advocated by the government, and which could lead to a probable blank year in these areas, leaving many with the questions of when will the Anglophone crisis will definitely end. As a reminder, it is since 2017 that the separatists has taken up arms and intended by armed struggle to combat the marginalization of which they believe the Cameroonian English-speaking minorities are victims. We now go overseas, precisely in United Kingdom, to talk about Queen Elizabeth II, who died on Thursday, broke a record as monarch, becoming an enduring symbol of the country over which she reigned for 70 years, even as it changed beyond recognition, losing its power and undergoing social upheaval. Was her reign a golden age or pieces of a bygone era? The accession in this report with you, Tix Nabise. Queen Elizabeth II, who died on Thursday, broke record after record as monarch, becoming an enduring symbol of the country over which she reigned for 70 years, even as it changed beyond recognition, losing its emperor and undergoing social upheaval. Several commentators have described her reign as a golden age, reminiscent of that her namesake Elizabeth I, who ruled England 400 years ago during a period of growing power and cultural flourishing. Valerie Amos, a former politician and the first black person appointed by the monarch to the ancient order of the Garter, said she would be remembered for her consistency, the wisdom that she has shown, and all of that is evident in the way that people view Britain. She equally appointed the first female prime minister for the first time in the history of the monarch. Others are of the opinion that the 96-year-old's impact on the nation was less profound than that of her illustrious forebearer. The monarch's powers have shrunk since the first Elizabethan age and leaves no mark behind. Elizabeth ascended to the throne aged 25 on February 6, 1952, on the death of her father George VI, when Britain was emerging from the ravages of World War II. Rationing was still in place and Winston Churchill was Prime Minister. Since then, presidents, popes and prime ministers have come and gone, the Soviet Union has collapsed and Britain's empire has gone, replaced by a Commonwealth of 56 nations, which Elizabeth was instrumental in creating. Mourning in Britain will last up to 7 days after the Queen's funeral. On Saturday, Charles, the eldest son of Elizabeth's 4 children, will be formally proclaimed king in a ceremony dating back hundreds of years. At 73, he is the oldest person to ascend to the throne in Britain's history. And we will continue to pray that her soul rest in peace here in Africa. On that, we put it close to the second segment of the news and of course the whole edition. I was Jay Futsu. J'étais Emma Mouto pour la partie française. Ladies and gentlemen, stay in company of our numerous programs.